Richard. Merci Richard. Merci beaucoup. Merci Richard. Il s'appelle Mathieu, lui. Oui, je sais, mais c'est l'autre. Ouais. Dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités que vous écoutez sur une plateforme d'écoute ou que vous regardez sur YouTube, j'ai l'immense plaisir de recevoir Louis-Augustin Calonne. Si vous n'avez jamais entendu son nom, c'est potentiellement normal parce que Louis-Augustin n'est pas une célébrité, même si ce qu'il fait est, je trouve, assez extraordinaire. Louis-Augustin, il est comportementaliste, c'est-à-dire qu'il traduit et analyse la communication non verbale, le langage corporel. Est-ce que cette personne ment? Est-ce que cette personne est sûre de ce qu'elle dit? À quoi je vois que cette personne n'est pas heureuse dans ce qu'elle dégage, qu'elle ne veut pas être là, qu'elle dit non alors qu'elle pense oui, qu'elle me désire? Bref, tous ces petits gestes, ces postures et ces positions qu'on tient inconsciemment mais auxquelles on ne fait même plus attention sont un langage. Parfois même un langage plus parlant que les mots. Et ça, Louis-Augustin en est le professionnel. Louis-Augustin, bonjour. Salut Pénélope, bonjour à tous. Bon, Louis-Augustin, comportementaliste. Ouais. Est-ce que c'est The Mentalist? Je dirais plutôt que c'est Lie to Me. Parce que tu parles de série, je dirais plutôt que c'est Lie to Me. Mentalist, qui est une série que j'adore par ailleurs. On est plus sur une espèce de forme d'hypnose, de mentalisme du coup aussi, de PNL potentiellement pas mal, de programmation neurolinguistique donc. Là où Lie to Me, d'ailleurs c'est la série qui m'a amené à creuser le langage corporel. Là où Lie to Me, on est concrètement et clairement en effet dans l'analyse bienveillante du langage non verbal. Alors attends, on n'y connaît rien. Ok. PNL, langage, communication non verbale, tout ça, c'est quoi la diff? C'est une bonne question. J'ai l'impression que tu as pas mal de bonnes questions, Pénélope. La PNL, c'est donc la programmation neurolinguistique. Oui. C'est une espèce de boîte à outils qui vient des États-Unis et qui a pour but sur différents sujets. C'est un peu de la thérapie brève. Non. C'est une espèce de coaching. En fait, c'est une boîte à outils qui permet de lever certaines barrières et qui a parfois bonne ou mauvaise presse parce qu'aux États-Unis, il y a pas mal de commerciaux qui sont servis de ces outils à des fins de manipulation un peu malveillante pour faire de la vente, clairement. Mais grosso modo, il y a plein d'outils qui permettent de lever certaines barrières mentales qu'on peut avoir dans un cadre pro ou perso. Quel genre d'outils? Quel genre d'outils? Des outils pour créer la dissociation par rapport à une situation malaisante ou traumatisante qu'on aurait pu vivre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outils? Il y a plein d'outils sur plein de choses différentes. Mais des exemples? Vous avez des exemples? Quand je me suis formé à la PNL notamment, il y a des gens qui, parce que tu vis un accident sur un pont, eh bien, tu as du mal par la suite à repasser de manière assez classique sur un pont parce qu'il y a cette notion un peu justement d'ancrage négatif et donc de traumatisme parfois qui est lié à une situation, à quelque chose qui est le pont. Et donc la PNL, grâce à des outils de dissociation, va permettre de créer de la distance par rapport à ce pont-là, le pont de l'accident, et ensuite par rapport aux différents ponts, histoire de pouvoir passer sur un pont sans trop de problématiques. Mais outils de dissociation, c'est exemple? Alors, de manière assez concrète, l'idée, c'est un peu comme si tu étais dans une salle de cinéma, de te replonger de manière bienveillante dans la situation, l'accident par exemple, et comme si tu étais de projeter cet accident sur un écran de cinéma et de faire comme si l'écran de cinéma finissait par prendre de la distance et que tu finissais par plus, alors que toi tu étais assis dans le siège, à plus voir la scène. C'est un peu comme de l'hypnose? Oui, alors souvent la PNL, quand on se forme à l'hypnose, en règle générale, la PNL est un bon outil de base, une bonne première formation. Ouais. Donc tu es face à quelqu'un dans un siège de cinéma? Non, il faut l'imaginer. Ah, donc ok, donc tu es face à quelqu'un, il te dit imaginez-vous dans un siège de cinéma avec ce pont devant vous qui s'en va. Donc tu l'aides, en effet, tu l'aides à le mettre en condition, tu es présent pour que ça se passe le mieux possible parce que l'idée c'est que, puis si c'est potentiellement traumatisant, l'idée c'est que la personne vive ça, soit pas traumatisée encore plus. Donc il faut faire attention, donc c'est important de se former. Et en effet, grâce à différents outils, l'écran de cinéma par exemple, ça permet de faire la différence. Et potentiellement que la personne par la suite puisse lever cette barrière mentale de je peux plus passer sur un pont parce que ça me gêne, parce que je suis mal à l'aise, parce que ça me rappelle de mauvais souvenirs. Et en combien de séances ça serait? Alors, je peux pas te répondre parce que en fonction des gens, en fonction de la situation, en fonction du passif, en fonction de la perception de ce traumatisme ou pas, déjà, ça se trouve la PNL fonctionnera pas. Ça se trouve cet outil-là fonctionnera pas et je fais pas partie des gens qui disent qu'en 2, 3, 4 séances, les problématiques sont réglées. Ça dépend du cas, je crois que c'est un peu du cas par cas. D'accord. Et la PNL et donc la thérapie brève, il y a d'autres outils de thérapie brève, c'est assez utile. Mais parfois, il faut faire de la thérapie plus conventionnelle. Parfois, il faut faire un peu de psychiatrie potentiellement. Enfin, je peux pas te répondre sans faire un peu de bullshit. Ok, mais là, la communication non verbale, ça n'a rien à voir. Non.
Enfin, disons que c'est complémentaire. Donc, en effet, tu parlais de mentaliste. Mentaliste, c'est très, en effet, hypnose, le cas échéant, conversationnel un peu. C'est très mentalisme, c'est-à-dire tout un tas d'outils de mathématiques, par exemple, etc., qui permettent de faire des suppositions et d'arriver à une finalité et de laisser croire à la personne qu'elle est libre de ses choix, alors qu'en fait, on la manipule. Alors que le langage corporel, de manière un peu plus globale, il va être là pour, de manière bienveillante, surtout, dans le cadre de la synergologie, par exemple. Eh C'est bien, quoi la synergologie? la synergologie, c'est la science, pseudo-science, appelle ça comme on veut, l'outil qui permet de lire de manière bienveillante le langage corporel. Ok. Donc en fait, à chaque seconde de notre vie, que ce soit dans le cadre d'une interview, d'ailleurs, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais je suis très content d'être là, je suis très content d'avoir cet échange avec toi. Écoute, merci, moi aussi je suis très heureuse que tu sois là. Super. Mais je suis un peu panique là. Il faut Je pas. suis un peu les mains collées, je bouge pas les yeux, je ferme la bouche. J'ai peur que tu vois des trucs là que je dis sans dire. T'inquiète, c'est pour ça que j'aime bien parler de bienveillance, parce que c'est uniquement dans le but de pouvoir améliorer la communication. Mais tu vois tout. Alors là, tout de suite maintenant, pas trop, parce que je suis concentré sur ce que je dis, je fais un exercice, j'aurais pu dormir un peu plus, etc. Donc là, tout de suite, pas trop. Mais dans le cadre bienveillant d'une observation, dans le cadre d'une mission de conseil, par exemple, ou d'un entretien d'embauche, potentiellement un peu plus, oui. Pas tout, je suis pas une machine, mais... Mais tous les jours, tu fais pas gaffe. Quelqu'un te parle, tu dis pas, ah là, il a fait ça, il a fait... Si, parce que il y a un moment où, avec la pratique, moi ça fait plusieurs années que je suis synergologue et que je pratique la synergologie notamment, et puis la psycho par ailleurs également, avec les années on devient inconsciemment compétent. Et donc même sans faire attention, comme quand tu conduis, tu fais pas gaffe au feu qui passe à l'orange ou au rouge, tu t'arrêtes machinalement. Et bien là, il y a des outils, il y a des items, ce qu'on appelle des items. Il y a des items que je vois forcément, yeux, quoi. Ouais, oui. Et qui vont me permettre d'adapter ma communication. D'accord. Tu vois, dans le cadre d'un échange, par exemple, si je lance un sujet et que je vois que la personne se ferme, par exemple, peut-être que j'aborderai le sujet de manière différente, ou peut-être que j'aborderai pas le sujet, ou peut-être que je verrai comment ça se passe. Et comment est-ce que tu vois qu'une personne se ferme? Alors, il y a plein de façons de voir ça, mais je crois que ce que j'aime bien partager dans le cadre d'échanges, et en effet pour que ce soit facilement mémorable et mémorisable, sur notre visage, on a un certain nombre d'orifices, des yeux, un nez, une bouche, des oreilles. Et tout geste qui va avoir tendance à ouvrir ces orifices, voilà, je peux pas faire l'oreille parce qu'il y a le casque, mais ça tend vers de l'ouverture. Et à l'inverse, tout geste qui tend à fermer ces orifices. Comment tu ouvres le nez, par exemple? Ça veut dire ouvrir? Ouais. Ça, c'est de la curiosité, et ça tend vers l'ouverture. À l'inverse Ça, fermer. Ouais. Donc tu vois, si à la fin de cet échange, je te disais, tu me demandais comment s'est passé cet échange, et que je te disais, c'était génial, Pénélope, j'ai adoré... J'ai adoré tes questions, c'était hyper pertinent, et puis je me suis senti très à l'aise. Alors, a priori, je ne vais pas faire les trois en même temps, mais histoire que tu puisses avoir ça en tête, il y a quelque chose qui est pas cohérent. Est-ce qu'on parle de mensonge? Est-ce que ça, c'est encore un autre sujet? Mais il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. À l'inverse, si je te dis, franchement, c'était de la merde, j'ai rien compris et j'étais pas du tout à l'aise, bon, là, tu vois, je te dis quelque chose qui tend vers la fermeture, je te montre de la fermeture. On est vers de l'authenticité. Mais juste, et ça, c'est en fait, quand on se frotte l'œil en mode je suis fatigué, c'est pas forcément du je suis fatigué? Non. Alors. C'est jamais du fatigué? Si. Alors, tu vois, il y a un côté. Alors, il y a la baseline, c'est-à-dire que chaque individu a pas son propre langage corporel, mais il y a des items qu'on va faire plus que d'autres. Et il y a aussi un côté systémique. Là, tu vois, il y a le micro qui est devant moi. Techniquement, j'ai le casque sur les oreilles. Parce que j'ai un canal de communication plutôt tourné vers l'audition et que je voulais marquer ma fermeture par le fait de me fermer l'oreille, avec le casque, techniquement, je ne peux pas. Donc en effet, même si l'oreille me gratte et que j'ai envie de la fermer, à moins de faire un truc comme ça, ce qui serait un peu étonnant. C'est que vraiment, ça te gratte vraiment? Ouais. Donc en effet, il y a un cadre systémique. Moi, je fais pas mal d'allergies en ce moment, par exemple. Et en effet, si on faisait cette interview en extérieur, sous des platanes par exemple, mon pincement de nez ou mon grattement d'œil, il faudrait faire attention au moment où il arrive. C'est-à-dire que si je te dis ouais, Pénélope, c'était un super moment, ou Pénélope, c'était un super moment, tu vois, la temporalité n'est pas la même, donc il faut faire attention au contexte. Si je me gratte l'œil en sachant que je suis allergique et sous un platane, et après avoir dit que c'était un super moment, c'est pas la même chose que si je le fais, ouais, c'est un super moment en même temps et la temporalité est la même, tu vois. Donc toujours demander les allergies aux gens quand on leur parle. Ah, pourquoi pas? Tiens, avant d'avoir un échange avec Pierre-Paul Jacques, tu demandes son carnet de santé. C'est ça. Ils vont s'assurer que... Tu vas voir comment ça se passe. Attends, Louis-Augustin, ça va pas et tout? Dis-moi. Puisque tu as écouté des épisodes d'On tisse la toile, Bien sûr. tu sais que la première question, c'est toujours... De se présenter, non?
Ah non, pas te présenter. Non, je t'ai présenté. Oui, c'est Le vrai tu que- préfères. Ah oui, ok. Est-ce que tu préfères Dis-moi. être devant quelqu'un qui te parle en fermant les yeux Ouais. ou parler à un sourd? Parler à un sourd, ouais, bah, en fait, j'ai envie de te dire d'être devant quelqu'un qui ferme les yeux. Ah bon? Bah oui, parce que même s'il ferme les yeux, son langage corporel sera quand même analysable. Parce que Mais il ah, t'écoute vraiment pas, il a pas envie de t'écouter, il ferme les yeux. il ferme les yeux. Attends, tu veux dire donc c'est quelqu'un qui parce que Et tu lui parles et pendant que tu lui parles, il ferme les yeux. Genre en vrai, ça l'intéresse pas. Normalement, si tu dis que les orifices, c'est l'ouverture et. alors attends, fermer les yeux. Alors il y a plusieurs choses. Parce que alors déjà, quand bien même il ferme les yeux, Ouais. il y a plein d'axes de tête. Tu vois, on parle jamais à quelqu'un en ayant parfaitement droit, la tête parfaitement carrée. Tu vois, on est toujours un peu à gauche, un peu sur Ouais. le côté, etc. Donc tout ça, même les yeux fermés, ça donne beaucoup d'informations. Le fait qu'il ait les yeux fermés, ça l'empêchera pas de se gratter l'œil, par exemple. Alors bon, là, Non, mais attends, ça veut dire que tu parleras à quelqu'un qui ne veut pas t'écouter s'il ferme les yeux pendant qu'il te parle. donc toi, t'écoutes avec les yeux. C'est ce que tu es en train de me dire. Bah non, mais toi, tu me dis que l'orifice, s'il Oui. se ferme, c'est qu'il n'est pas. Enfin, ça ne l'intéresse pas. Ouais. Donc j'imagine que si je te parle pendant que tu fermes les yeux, c'est que ça ne t'intéresse pas Ah. ce que je te raconte. Donc tu veux dire quelqu'un qui m'observe, mais qui, quand je lui parle, en effet, se gratte l'œil. ou Non, ferme. il se gratte pas, il ferme. Tu dis que la fermeture des orifices, c'est que s'il n'est pas Ouais, intéressé. alors du coup, c'est avec un doigt, par exemple. Ah, c'est pas juste ça. T'as déjà parlé avec quelqu'un qui était comme ça tout le temps, toi? Bah, il s'endort, quoi. Alors s'il s'endort, D'accord, ouais, il faut qu'il y ait un geste de fermeture. C'est Oui. pas ça, c'est pas. C'est Alors, rare. le clignement des yeux, là, qu'on appelle la nictation, c'est le terme un peu Oh. pour faire bien. Je Ouais. sais pas si ça fait beaucoup de points au Scrabble, mais en tout cas, c'est... La nictation, en effet, elle est interprétable aussi. On cligne des yeux pour différentes raisons, et donc pour répondre sur ce que tu dis, qu'il ait les yeux fermés ou qu'il ferme les yeux de manière un peu atypique, ça me donnerait de l'information aussi quant au fait qu'il ait envie de voir, de pas voir, et qu'il soit touché émotionnellement, qu'il ne comprenne pas ce que je suis en train de lui dire. Parce qu'en clignant des yeux... Tiens, d'ailleurs, j'ai une expérience à faire avec toi, d'ailleurs, si tu veux. Ouais, avec plaisir. Les yeux, ça sert à faire monter une information au cerveau ou aller chercher une information du cerveau. Ouais. Par exemple, tu vois, d'ailleurs, tout le monde peut faire l'expérience en soi, mais si jamais je te demande, donc là, je vais te poser une petite question et j'aimerais que tu répondes à cette question sans cligner des yeux. J'ai peur. Il faut pas, parce que c'est une question qui est D'accord. complètement basique, mais c'est une question que chacun peut refaire chez soi, demander à son père, son conjoint, sa sœur, n'importe qui, son collègue. Si je te demande, donc là, on est mardi, donc sans cligner des yeux, s'il te plaît, de répondre à cette question, à la question suivante. On est mardi, qu'est-ce que tu as mangé vendredi à midi? Vendredi à midi, j'ai mangé sans cligner les yeux, j'ai mal aux yeux, ça pique. Je peux pas, je dois me concentrer. Ouais, et donc la réponse? Bah la réponse, j'en sais rien. Et puis vendredi à midi, tu rigoles quoi, c'est à 4 jours. Samedi midi? Ouais, j'ai mangé du. Ouais, je sais ce que j'ai mangé du saumon avec un peu d'ail et tout. On était. Bref, oui, je jouais très bien avec des crevettes. Bon, donc là, en l'occurrence, tu as cligné des yeux, je sais pas si tu l'as senti. Et vendredi surtout, mais même aussi un peu samedi. Tu regarderas la vidéo. Ouais, ok. Fais-moi confiance. Mais en fait, on cligne des yeux parce que On réfléchit. parce qu'on réfléchit, et donc on envoie une information au cerveau ou on va chercher une information au cerveau. Et ça, qu'on soit asiatique, qu'on soit africain, qu'on soit français, qu'on soit peu importe, il y a ce lien entre la D'accord. nictation et ce qui se passe d'un point de vue cognitif. Donc du coup, là encore, tu vois, pour te redonner un petit tips, dans le cadre d'une négociation, par exemple, d'un recrutement ou d'une discussion quelle qu'elle soit, moi, je le constate aussi dans un cadre thérapeutique souvent, quelqu'un qui te dit « Ouais, c'est une très bonne idée ce que vous me faites, je vais y réfléchir et je serais ravi de pouvoir travailler avec vous, j'adore ce que vous me proposez, et je pense qu'on a de l'avenir ensemble et je pense vraiment que ça pourrait être pertinent que vous et moi, on continue. » Bon, là, je viens de cligner, mais en fait, on cligne des yeux toutes les 4 secondes en moyenne. Là, j'ai dû le faire pendant peut-être 8, je ne vais pas compter, mais... Et donc voilà, tout clignement toute absence de clignement pendant 4 secondes, il y a une problématique. Il y a une information qui... Donc c'est un peu comme le fait de se pincer le nez, par exemple. Il y a un truc qui ne va pas. Très intéressant. Donc une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit, parce qu'une fois que tu as identifié le fait qu'il y a une problématique, si tu peux pas poser de questions pour savoir, ah, mais alors est-ce que c'est mon prix, Oui. est-ce que c'est... tu vois, à l'inverse d'un mentaliste peut-être, moi je lis dans la tête de personne. Et donc du coup, tu vois, si je peux pas poser de questions, je peux pas savoir. Mais le mentaliste non plus. Non, alors c'est vrai que c'est l'impression que ça donne, mais dans le fond, non. Mais On pourrait penser que tu lis dans la tête des gens finalement. Oui, on pourrait penser. Aussi. Et c'est vrai que souvent, tu vois, quand je parle avec des gens de la psycho, parce que moi j'ai une patientèle, et en effet du non-verbal, de la synergologie, etc., il y a les gens qui sont... il y a les gens qui sont passionnés, donc qui ont envie de raconter leur vie, etc. Et tu as les gens qui, à l'inverse, sont hyper fermés, qui sont un peu mal à l'aise, un peu gênés, et qui préfèrent qu'on discute pas trop. Mais ils Mais viennent le quand fait même est- chez toi.
Bah, ou pas. Enfin, dans un cadre thérapeutique, oui. Après, dans un cadre professionnel Oui. ou amical, ça dépend. Alors, attends, j'aimerais que tu étudies mon cas, Dis-moi. parce que justement, moi, je cligne énormément des yeux. Et je m'en rends compte essentiellement quand je me regarde dans la caméra. Mm. Parce qu'à la caméra, en fait, j'ai l'air d'un petit papillon, quoi. Ouais. Alors, tout à l'heure, avant de te parler du côté systémique, voilà, le micro, il y a aussi la baseline. Donc peut-être que toi, de manière naturelle, pour toute une raison, elle pourrait être physiologique, tu vois. Peut-être que toi, tu as besoin de cligner plus que 4 secondes, qu'une fois Oui. toutes les 4 secondes en gros. Mais c'est surtout quand j'explique un truc, quand je parle. Ouais. Alors ce serait probablement lié à la cognition, à la réflexion. J'ai besoin de faire mes yeux pour réfléchir. En fait, idéalement, j'aimerais être comme ça pour réfléchir. Sauf que je peux pas vraiment regarder quelqu'un comme ça. Non. Du coup, je suis là, attends. Donc, si on recoupe un peu avec la PNL, ce qui est envisageable, ce qui est probable, c'est que tu aies un canal de communication plutôt visuel. Je sais pas si ça te rappelle. Souvent, on entend les profs à l'école nous dire vous êtes plutôt visuel, plutôt ceci, plutôt ça. Est-ce que quand tu as envie de te rappeler quelque chose, tu te remémores quelque chose, est-ce que Je ferme les yeux. Ouais, et donc c'est plutôt une image que tu as en tête Plutôt que quoi? plutôt que avoir besoin d'écrire, par exemple, avoir besoin d'entendre. Ah oui, image. Donc toi, tu es plutôt visuel, a priori. Alors après, il y a 60%, je crois, de la population française qui est plutôt visuelle. Donc, mais il peut y avoir plusieurs choses. Il y a déjà le fait que toi, tu es probablement un peu plus visuel, parce que dans notre capacité d'apprentissage et de mémorisation, c'est lié à nos sens. Et donc, tu es peut-être un peu plus visuel que kinesthésique ou auditif, par exemple. En plus, ici, il y a quand même pas mal de lumière aussi. Donc, peut-être tu n'as pas les yeux très clairs particulièrement, mais tu es peut-être un peu plus sensible. Noisette, quand même. Ouais, donc ça marche peut-être un peu moins. Enfin, tu vois, il peut y avoir un certain nombre de... Il y a un cadre physiologique, peut-être, encore une fois, que toi, tu as besoin de cligner plus que la moyenne. Il y a un cadre peut-être systémique, il faudrait regarder en dehors du... Si, non, mais en dehors de ça, depuis des années. Ouais. Donc du coup, toi, ta baseline, donc ton comportement classique dans une situation classique, sans enjeu, probablement que tu clignes plus que la moyenne. Oui. Auquel cas, bon, c'est comme ça. Tu vois, il y a... Donc toi, au démarrage dans une conversation, tu vas te dire, ok, elle cligne déjà de base, Exactement. et donc après tu... Okay, ouais, donc ce qui va être intéressant, c'est de voir que tu clignes moins ou encore plus. Alors si tu clignes déjà beaucoup, probablement que ça ne se verra pas. Ouais. À moins de pouvoir mettre pause sur une vidéo et de mettre au ralenti ou en accéléré. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tu clignes moins, voire plus pendant dans telle situation, quoi. Ouais. Ouais. Okay. Ça me fait penser, on avait analysé, il y a je crois que c'est Hollande, au moment du deuxième tour de l'élection, où il est filmé pendant qu'il va voter. Pendant, je crois que la séquence dure peut-être 1 minute, et pendant 1 minute, il ne cligne absolument pas. Pendant qu'il parle ou pendant qu'il va voter? Il fait le circuit, donc il sort de l'urne et il dit bonjour à tout le monde, il sert de 3 paluches, il regarde les caméras, etc. Comme s'il était tétanisé. Alors faudrait lui poser la question. Très bien, je le ferai, je m'en occupe là, puis je passerai un petit coup de fil. Tétanisé ou en tout cas hyper concentré, et puis probablement que aussi dans sa gestuelle, dans son comportement, il était hyper focus sur faut que je me tienne droit, faut que je fasse ceci, faut pas que je fasse d'erreur, etc. Enfin, en tout cas, il n'y avait probablement pas grand-chose de naturel là-dedans, rapport au fait que du coup, il y avait une absence de nictation. Ok. Question. Dis-moi. Est-ce que c'est vrai que si on a les bras ou les jambes croisées, ça veut dire qu'on est fermé? Non. Genre, je peux être comme ça et ça veut pas dire genre, en fait, je me fais chier avec lui. Hein. Non. Ah oui, alors, je suis content qu'on puisse potentiellement arrêter certains préjugés. En fait, le croisement de bras ne suffit pas à lui-même pour signifier la fermeture. C'est-à-dire que, tu vois, si je suis croisé des bras comme ça vers toi, collé au micro, etc., ce ne sera pas du tout la même signification que si tu me dis Louis, parle-moi de je ne sais pas trop quoi, et que je croise les bras en me mettant en arrière. Mais quand même, là, ça, c'est pas bon signe. Non, enfin, c'est pas bon signe. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais signe. C'est un signe que tu es pas très ouvert à cette discussion. Exactement. Et donc cette fermeture, elle traduit quelque chose. Peut-être que ce sujet me met mal à l'aise ou te met mal à l'aise, etc. Mais le croisement de bras en tant que tel, et notamment dans le cadre d'entretien, dans le cadre de rendez-vous, le croisement de bras en tant que tel peut traduire de l'ouverture. Ou en tout cas, alors peut-être pas de l'ouverture, mais en tout cas de l'intérêt. Encore une fois, je croise les bras et je me mets vers toi, parce que je suis un peu grand, parce que c'est une façon de faire, parce que c'est comme ça que je suis bien. Je suis pleinement intéressé dans l'échange et il n'y a pas de problématique particulière. Là où, en effet, ça traduit de la fermeture. Et puis tu vois, un autre cas, quand on est debout à un cocktail ou... Oui. On peut... C'est pas quoi faire de ses mains. Voilà. Et souvent, je sais pas toi, même si on a le même âge, on a dû apprendre à la maternelle que quand on avait fini un exercice, on attendait en croisant les bras, tu vois. Non, je payais la médication. Peut-être aussi. Toujours est-il que moi, je faisais ça. Oui, toi, tu participais beaucoup. Ouais. C'est fini. C'est ton côté première de la classe.
Non, mais tu vois, moi, à plusieurs reprises, on m'a dit tu mets la tête dans tes bras, tu croises les bras et puis tu attends que ça se passe. Donc, ça, forcément, que ça a un impact aussi sur. Ouais. Mais j'ai une enfance plutôt heureuse malgré tout. Hein. Et donc, tout ça pour dire que, oui, donc le croisement de bras, en fonction de ce qu'on a appris, en fonction de notre éducation, en fonction de là où on a. Le contexte dans lequel on a grandi. Mais donc, dans un cocktail, je suis comme ça, quelqu'un me parle, c'est pas que je suis fermée. Non. Enfin, en fait, t'arrives, t'observes ça, tu peux pas. Tout de suite dire cette personne est fermée. Non. Si la personne a les pieds, par exemple, à l'opposé de la direction de la communication avec l'échange, là, ça traduit plutôt de la fermeture du cou. Si la personne croise les bras à un moment où, alors elle avait les bras ballants, par exemple, ou les mains dans ses poches, elle croise les bras en faisant potentiellement un petit mouvement de recul, là, ça traduit la fermeture. En fait, c'est important, en effet, d'avoir en tête le contexte et la situation dans laquelle ça se passe. Et comment on explique que là, tu vois, je suis comme ça, tu vas me dire un truc qui me plaît pas trop, je vais faire ça. C'est fou. Ouais. Comment on explique, tu veux dire d'un point de vue un peu cérébral? Neurosciences, ouais. En fait, dès lors qu'il y a un décalage entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qu'on est en capacité de pouvoir exprimer, il va y avoir une tension au niveau du cerveau, pas en capacité ou qu'on n'a pas envie, tout simplement, par pudeur, pour tout un tas de raisons. Il va y avoir une tension au niveau du cerveau. Et cette tension va s'exprimer par je me gratte le nez, mais parce que le nez me gratte vraiment. Et tant que je gratte pas le nez, il continue de me gratter d'ailleurs. Et alors, là je pousse un peu, mais même des gens qui, par exemple, malheureusement seraient amputés, il peut quand même y avoir toujours cette espèce de sentiment de grattage. Et donc, du coup, dès lors qu'il y a ce décalage, il va y avoir une tension au niveau du cerveau. Et cette tension va se manifester d'une certaine manière. Elle va faire qu'on va avoir envie de se gratter, qu'on va avoir envie de croiser les bras, qu'on va avoir un axe de tête qui va changer, etc., etc. Mais là, tu vois, j'ai envie de me gratter le menton. Ouais. J'ose pas parce que tu vas croire que je fais. Menton, c'est quoi menton? C'est vrai, menton? Ça dépend comment c'est fait, mais il peut y avoir un côté un peu. Genre comme ça, là, j'ai envie de me dubitatif. gratter comme ça. Là. Ouais, il peut y avoir un côté un peu dubitatif, un peu réflexif. Là encore, ça dépend des gens. En règle générale, le menton, c'est une façon d'ouvrir la bouche dont je parlais tout à l'heure. Ça tend vers l'ouverture, tu vois. D'accord, c'est la bouche. Mais ça peut être fait de manière dubitative. Et voire même, il y a des gens qui, avec une tristesse un peu ancrée, ont une espèce de vague un peu pliée au niveau du menton. Et toucher cette vague, ça peut avoir une signification. Je fais un peu attention parce que autant les items dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont je t'ai parlé tout à l'heure, ceux du visage, ils sont pathognomoniques, c'est-à-dire que comme en médecine, ils se suffisent à eux-mêmes pour traduire le fait que il y a de l'ouverture, il y a de la fermeture, etc. En fonction du contexte, bien évidemment. Autant les autres, c'est parfois moins simple, et je voudrais pas que les gens se disent tiens, c'est ça, donc c'est ça. Tu vois, parfois il faut prendre en compte le contexte aussi, et surtout, je crois que c'est important de mettre vraiment beaucoup de bienveillance là-dedans. Très bien. Donc les bras croisés, ça dépend du contexte, mais ça peut ne pas être de la fermeture. Exactement. Les jambes croisées. Alors, les jambes croisées, pareil, ça dépend dans quel sens elles sont croisées. Si elles sont croisées vers l'interlocuteur, c'est plutôt un signe d'ouverture, c'est plutôt une espèce de bulle, tu vois, d'une certaine manière. Surtout si la personne a elle-même les jambes croisées vers nous. Ouais. Et surtout, en fait, on change de croisement de jambes moins fréquemment, en moyenne toutes les 15 minutes, que de croisement de bras potentiellement. Tu vois, en règle générale, au bout de 15 minutes, on va commencer à avoir des fourmis potentiellement. Et donc, on va peut-être changer de croisement de jambes à ce moment-là parce que ça devient désagréable, pas forcément parce qu'on finit par s'ouvrir ou par se fermer. D'accord. Donc là encore, la temporalité est importante. Si tu me poses une question et que bon là on le voit pas, mais que je me tourne par là, donc à l'opposé de toi, que en effet je me croise les bras par là et que je croise les jambes aussi par là, là on est clairement, alors il n'y a pas de porte en l'occurrence, mais ouais, il y a clairement de la, et puis si en plus c'est fait en direction de la porte, il y a clairement une signification. Très bien. Est-ce qu'on ment quand on ne regarde pas dans les yeux? C'est au contraire. En fait, inconsciemment, alors, on pourra peut-être creuser un peu le mensonge, parce que le mensonge, il y a en effet pas mal de, notamment sur le non-verbal, il y a pas mal de fantasmes un peu, etc., qui incombent, enfin en tout cas qui sont liés. Mais pour revenir au clignement des yeux, au fait de regarder dans les yeux, au contraire, inconsciemment, quand on est en train de pipoter à quelqu'un, on va plutôt avoir tendance à le fixer. Ouais, à le fixer pour faire essayer. Genre. Alors, aussi, surtout pas mal pour voir, on ne sait pas pourquoi, mais pour essayer de sentir si la personne est en train de gober ce qu'on lui raconte. Donc en fait, quelqu'un qui ment assez naturellement, à moins de biaiser en disant « Regardez-moi dans les yeux, monsieur Cahuzac, et dites-moi que vous dites la vérité ». Bon là, clairement, c'est biaisé, mais hormis ce contexte-là, sinon, inconsciemment, on va plutôt regarder, histoire d'essayer d'appréhender, de ressentir si la personne gobe ce qu'on est en train de lui dire. Donc non,
Alors, c'est pas aussi simple que ça, encore une fois, mais grosso modo, un menteur va plutôt avoir tendance à regarder dans les yeux, justement, pour percevoir ça. Et pourquoi on dit souvent que quand on regarde à droite, en baissant les yeux, c'est qu'on manque, c'est pas clean et tout? Ouais, alors donc ça, là, en effet, en PNL et en synergologie, on a des cadrans, ce qu'on appelle les cadrans du regard. Et ce que je crois, c'est que il y a, à mon avis, encore un peu de recherche à faire sur le sujet. Parce que moi, quand j'ai fait de la PNL, j'ai appris en effet que en haut à gauche, c'était auditif construit, donc plutôt une mensonge. En haut à droite, plutôt ceci. En bas à gauche, machin truc. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Non seulement je pense que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a un côté systémique là, tu vois, on a de la lumière sur la gauche, même si je suis en train de construire une histoire, a priori je vais assez peu regarder, je vais pas prendre le risque de m'éblouir en regardant le truc, tu vois. Donc non seulement il y a un côté systémique qui, moi, lorsque je l'ai appris, peut-être ça a changé depuis, mais me semblait un peu limite, en plus du fait que il y a pas mal de choses à prendre en compte. Souvent, en synergologie, on a ce qu'on appelle un tableau blanc, qui est une espèce de tableau blanc. C'est un endroit dans lequel on aime bien pouvoir, un peu comme enfin, quand on a besoin de réfléchir ou ou qu'on a besoin de se rassurer potentiellement, etc., un endroit qui peut changer en fonction des personnes. Un endroit dans lequel, là, il y a mon téléphone à gauche, tu vois, si j'ai besoin de réfléchir, si j'ai besoin de me recentrer, si ceci, cela. Si j'attends un appel, pourquoi pas. L'heure est, si je suis pressé par le temps, bah, Rassure. je vais assez naturellement revenir vers mon téléphone, vers le verre d'eau, vers n'importe quoi. Et donc ça, c'est pas, enfin, quand je l'ai appris, moi, c'était pas assez pris en compte de ce que je retiens. Donc, en fait, de manière simple, je pense qu'il faut pas avoir ça en tête. C'est pas parce qu'on regarde en haut à gauche, en haut à droite, ceci, cela. Par contre, oui, ce qui va être intéressant, c'est, bah tiens, tu poses une question. Ah bah tiens, je détourne le regard, que ce soit à gauche, à droite, à la limite. C'est pour réfléchir. Ça peut être pour réfléchir, ça peut être par fuite. Ça dépend ce que je regarde, ça dépend comment je regarde, ça dépend. Donc, enfin, en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de voir en effet les fuites du regard. Attends, on va faire un petit truc, ok? Dis-moi. Alors, tu vas me dire à chaque fois ce que ça veut dire. Ouais. Curiosité, rejet, ouverture, ouverture, fermeture, fermeture. Alors, là, c'est l'ouverture, mais sous les yeux. Enfin, ouais, c'est plutôt comme ça. Ouais, ouverture. Curiosité. Entre ça et ça, je suis pas sûr qu'il y ait de différence particulière. Non, ça. Imagination, ouais. Non, ça. En fait, le moonwalk avec les sourcils, réflexion, ouais. Mal de tête, probablement. Enfin, ça, je crois que ça se voit pas trop, besoin de réfléchir. Enfin, ouais. En fait, je fais. Genre ça? Un truc vraiment aussi. La même temporalité, exactement, avec les mêmes mouvements. Non, mais un peu genre. Ouais. Je pense qu'il y a une. Je fais un peu ça quand je suis mal à l'aise. Ouais? Pas souvent. Enfin, Parce que t'es tout le temps à l'aise, toi. Non, mais je fais pas souvent, mais ça m'arrive, tu vois. Genre. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment faire qu'une seule bonne impression? C'est vrai, cette phrase-là? Tu veux dire, est-ce qu'on n'a qu'une seule première... Je me suis gratiné là, c'est-à-dire quoi ça? J'ai pas vu comment t'as fait. C'est comme ça. Ouais, plutôt de la fermeture? Ouais. C'est vrai, cette phrase-là, je dis? Tu veux dire, est-ce qu'on n'a qu'une seule première impression? Est-ce qu'on n'a qu'une seule chance de faire une bonne impression? En fait, on dit souvent, tu vois, t'as qu'une seule, une seule chance de faire bonne impression. Alors, je sais pas ce que tu entends par vrai ou faux, mais ce qui est vrai, c'est que notre cerveau, c'est l'organe de notre corps qui consomme le plus d'énergie. Et en une fraction de seconde, il se fait une impression sur à peu près tout. Sans même qu'on en ait forcément conscience, d'ailleurs. Après... C'est ouf. Une attitude, une voix, un machin, un truc. Ouais. Et puis, en fait, c'est comme ça que les biais cognitifs fonctionnent. C'est-à-dire que quand tu fais passer un entretien, par exemple, à quelqu'un qui porte le magnifique prénom de Pénélope, forcément que tu pars avec un a priori plutôt vachement favorable, tu vois. Bah, sauf si t'aimes pas du tout le prénom Pénélope. Sauf si t'aimes pas le prénom Pénélope, en effet. Après, non, mais enfin voilà, tu vois, tout ça pour dire que notre cerveau, il est fait... En fait, grosso modo, à chaque seconde de notre vie, il y a à peu près des centaines de milliers, si ce n'est pas de millions d'informations sensorielles qui nous arrivent. Et notre cerveau, il fait un tri parmi toutes ces infos, parce qu'il y a un risque, parce qu'il y a un danger, parce que tout un tas de choses. Et donc ça se fait inconsciemment, de manière quasiment très intuitive et de manière hyper rapide. Et donc on a ça aussi vers les gens qu'on rencontre pour la première fois. Est-ce qu'on est en danger potentiellement? Est-ce qu'ils sont sympas? À qui nous font penser? Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. C'est quelqu'un. Alors, tu vois, les études en psychologie sociale montrent que grosso modo, on va plutôt avoir tendance à faire confiance à un homme de grande taille et avec des lunettes
qu'à une femme petite sans lunettes. J'aurais dû mettre mes lunettes d'ailleurs, mais bon, tu vois. Oui, alors une fois qu'on a dit ça, on peut penser contre nous-mêmes, on peut faire preuve d'esprit critique. Ça voudrait dire qu'on ne fait pas confiance à Elona ici présente, qui est pas très grande, des lunettes. Et une femme. Une femme. Alors, ce sont des études de Intéressant. psychologie sociale. Pourquoi ? Parce que, pour tout un tas de raisons, ce qui est vrai, c'est que une espèce de forme de... Je sais pas trop comment dire ça, mais enfin bon, la place de l'homme à l'heure actuelle dans nos sociétés, elle est encore assez présente. Moi, je le vois pas mal en thérapie, en plus, en effet. Et c'est vrai que inconsciemment, on grandit tous avec ces espèces de préjugés parfois, comment dire, enfin voilà. Et donc, ça fait un peu bon père de famille, le grand mec à lunettes. ouais, et puis en règle et puis je pense qu'il y a un côté un peu, ça c'est moi qui le dis, mais je pense que quelqu'un de grand, que ce soit un homme ou une femme, il y a un côté un peu puissant, un peu fort, il y a un côté un peu, n'oublions pas qu'on est des homo sapiens, qu'on descend du singe, etc. Donc, et puis on vient de là où on vient, donc c'est aussi important de pouvoir maintenir l'espèce. Donc tout ça pour dire que c'est sûr que quelqu'un qui est en capacité de se battre potentiellement, de nous défendre aussi, bah, on va plutôt facilement avoir tendance à faire confiance. Alors que tu vois, une Elona, elle se bat, laisse tomber. Hein. J'imagine. T'as pas envie de l'avoir en face de toi. J'imagine. Est-ce que du coup tu joues au poker ? C'est marrant parce que... alors non, mais le poker... Pourquoi c'est marrant ? Parce que c'est un sujet qui revient assez souvent, parce que j'ai fait quelques interviews sur le sujet, parce qu'on a une formation avec un pote synergologue qui s'appelle le Poker Face, et où on aide des gens, on accompagne des gens à monter en compétences. Sur le bluff au poker. À l'analyse comportementale. Dans le cas du poker, ils en font ce qu'ils veulent. Alors, c'est important, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire de vrai bluff en soi. Parce que dès lors qu'il y a cette tension au niveau du cerveau, de toute façon, alors on ne peut pas toujours le voir, parce que ça peut se manifester au niveau des pieds sous la table. Ah. Mais moi, ça m'est arrivé d'analyser des vidéos de joueurs de poker, y compris avec des joueurs de poker d'un très bon niveau. Et en analysant ces vidéos, on a été en capacité de voir un bluff sur un des meilleurs joueurs de poker du monde. Parce qu'il faisait quoi ? Alors franchement, je ne me rappelle plus, c'était il y a quelques années, il faudrait que je demande... je regarde la vidéo et que j'ai franchement plus trop le truc en tête. Mais alors, moi, en fait, en maîtrisant le non-verbal, on ne peut pas singer... Alors, quelqu'un qui n'est pas au courant, on va être en capacité peut-être de faire illusion, mais c'est pas parce qu'on maîtrise le non-verbal, les codes du non-verbal, que ça fait de nous un meilleur menteur. Parce que, y compris des joueurs de poker qui ont envie qui essaient de contrôler, de faire poker face, etc., cette tension, dès lors qu'elle est là, forcément, elle va se manifester d'une manière ou d'une autre. Parfois, avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Moi, je pense qu'au niveau des mouvements des jetons, je pense qu'il y a des choses à voir. En tout cas, c'est horrible parce que je vais me gratter partout. Gratte-toi partout. Et surtout, sens-toi libre, gratte-toi absolument partout. C'est normal ou pas ? Oui, c'est normal. Et tous les gens à qui tu parles ont envie de se gratter partout, en fait ? C'est sympa problématique pour tes relations, non ? Alors, en plus de demander le carnet de santé de la personne, je vais penser à lui dire, faire un petit compte rendu, où est-ce que tu as envie de te gratter, etc. Non, mais c'est pourquoi ? C'est parce que je suis dans le contrôle de mon truc, là. Pourquoi ? Mais justement, surtout, sens-toi libre de te gratter où tu as envie de te gratter. D'autant que moi-même, je me gratte. Enfin, je ne gratte pas, là. Si, je me suis... c'est pas gratte. Je suis quasiment persuadé de m'être gratté à plusieurs reprises. Je me suis gratté le haut de la tête, etc. Ah, tu vois, là, ça me regratte. Regarde-toi. Mais... Peut-être qu'on a des puces dans le studio. Il y a peut-être des puces de lit. Des puces de lit, ouais. Qui a ramené ces puces de lit ? C'est toi qui as ramené tes puces de lit ? Peut-être. J'ai peut-être ramené de Bretagne, je sais pas. Mais tu crois que c'est normal ? Bien sûr que c'est normal. Pourquoi c'est normal ? Et parce que à chaque instant, notre corps... notre corps vit, on vit, et puis on n'est pas... Mais ça veut dire quelque chose si je me gratte ces endroits-là, ça veut dire quelque chose si je me gratte ces endroits-là ? Oui, je te montrerai, j'aurais pu venir avec, ou... en fait, que ce soit sur notre visage ou sur notre corps, il y a des points de partout. Tu vois, tout à l'heure, tu t'es gratté le coude, celui-là, je crois. Ouais. Le gauche, donc celui-là. Enfin voilà, au début, j'ai plus retenu à quel moment... les bras, ça sert à faire un câlin pour l'image. J'ai envie de te faire un câlin à ce moment-là, quoi. Alors, pas forcément, même si je suis sûr que tu as très envie de me faire un câlin, mais les bras, ça sert à se rapprocher, ça sert à prendre dans les bras. Vas-y, attends, mais voilà, c'est ça qu'on veut. On veut un cours de tout ça, là. Ouais, mais... Ouais. Oui, alors, pas systémique, ok, faites attention, prenez-le avec parcimonie, des pincettes, voilà. Alors... Donc, les bras, par exemple, ça sert à... les bras, par exemple, ça sert à prendre dans les bras, ça sert à... ou potentiellement à se protéger, le cas échéant.
Donc tout ça pour dire que du coup, ça permet de créer de la distance, de rapprocher ou de... Et à fonction de comment En fonction de comment ça, c'est câlin et ça, c'est pas câlin. Alors, le côté gauche, c'est plutôt dans le lien, c'est plutôt dans la proximité, c'est plutôt dans l'envie d'en savoir plus. Là où le côté droit, c'est plutôt une espèce de forme de mise à distance. Intéressant. Ouais. Ok, ensuite. Donc, du coup, tout à l'heure, je ne sais plus trop quand est-ce que tu l'as fait, mais en effet, tu t'es gratté le coude gauche, ce qui était probablement un signe du fait que... Donc là, s'il vous plaît, n'allez pas faire rewind et regarder sur la vidéo YouTube pour essayer de voir à quel moment je me suis gratté le bras. C'était plutôt au début, mais ouais. Ok, donc ça, c'est les bras. Ouais. Et genre là, tu vois, là, j'arrête pas de me gratter. C'est inquiétant, docteur. Ça doit être ton Wonderbra, je pense. Je sais pas. Mon Wonderbra. Alors, question. Merci de répondre en commentaire. Qui met encore des Wonderbra en 2024? J'adore. Personnellement, je n'en ai jamais mis, tu t'en doutes, quoique. Mais bon, j'en ai jamais mis. Mais j'adore ce terme. Et donc, du coup, je le ressors aussi souvent que nécessaire. Est-ce que tu passes un peu ton temps à analyser les gens? Non. Enfin, oui. Si, de fait. Non, mais alors, oui, mais on le fait tous. D'accord. On le fait tous parce que... Mais toi, avec plus d'expérience. Et puis, plus d'expérience, plus de pratique et plus de connaissance et de maîtrise des horizons de sens. Mais inconsciemment, avec les neurones miroirs, dans le cadre de... C'est quoi les neurones miroirs? Les neurones miroirs sont des neurones qui font que dès lors qu'on échange avec quelqu'un, en fait, inconsciemment, sans s'en rendre compte, donc, on reproduit sur notre visage, on reproduit ce qu'on perçoit de l'émotion de l'autre. Et c'est ça qui fait que de temps en temps, on se sent plus ou moins à l'aise avec la personne ou avec tel ou tel sujet. Parce que quand on reproduit inconsciemment les micro-expressions et le visage de l'autre, on se rend compte qu'en fait, on perçoit inconsciemment plutôt de la fermeture, plutôt de l'ouverture, alors que c'est un sujet grave, par exemple, etc. Mais est-ce que ça a à voir avec j'éternue, t'éternues en même temps? Rien à voir. Alors, l'éternuement, à ma connaissance... Alors, j'en sais rien, parce que l'éternuement, à ma connaissance... Tu sais, souvent, bâillement. Ah oui. Pardon. Alors, le bâillement, ça, c'est un signe d'empathie. D'accord. C'est pas du tout de la fatigue. Alors, si, en effet, il y a un signe... Si, ça peut être de la fatigue. Mais grosso modo, sans être particulièrement fatigué, si on est pleinement reposé, ça se verra probablement pas, mais sans être particulièrement fatigué, quand on voit quelqu'un bâiller, par empathie, en règle générale, on va se mettre à bâiller en même temps. Les sociopathes, en règle... Ouais. Non, vas-y. Du coup, en règle, c'est pas aussi simple que ça, mais les sociopathes, par exemple, vont avoir tendance à jamais vraiment trop bâiller quand quelqu'un est en train de bâiller avec eux. D'accord. Mais les sociopathes, ils sont souvent en contact avec des gens. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs types de sociopathes, et il y a des sociopathes qui, sous médication, le cas échéant, en fait, ça se voit pas, et tu le sais pas, et puis ils vivent très bien, et tant mieux. Donc les gens qui ne bâillent pas, soit ils sont pas fatigués, soit ils sont sociopathes, soit ils viennent de prendre un café, soit ils sont sociopathes, soit, faut pas, faire attention au raccourci, mais. C'est quoi les signes en date de cette personne me plaît, cette personne, je plais à cette personne. Cette personne me plaît. Est-ce que c'est le coup des pupilles dilatées là? Ah oui. Alors. D'ailleurs, j'ai jamais bien compris ce que c'était qu'une pupille dilatée, moi. Là, je sais pas trop ce que je peux faire pour toi, du coup. Il faudrait que tu fasses venir un médecin. Non, Mais dilatée. Dilatée, c'est-à-dire, donc tu as mydriase et myosis, et peu importe, mais la pupille est dilatée quand elle est plus grosse. En fait, notre pupille, elle sert à... Alors, je suis pas médecin, et puis je me rappelle plus trop bien, pour être franc, mais notre pupille, en fait, est en fonction de la luminosité, en fonction du contexte, et en fonction d'un attrait plus ou moins physique, un peu sexuel pour une personne. Ça s'agrandit. Ou ça se rétrécit, en fonction de la luminosité. Mais en effet, dans le cadre d'un attrait... Alors, t'as pas une liste là, genre ça. Alors, si, mais je prends quand même des pincettes parce que... arrête avec tes pincettes. Non, mais, ouais, mais tu vois, pour le côté putaclic, je sais pas si c'est vraiment moi qu'il faut... Putaclicon, ok. En fait, ce qui est alors, c'est pas parce que tous ces signaux sont présents que vous allez mettre la personne en face de vous dans votre pieu. Hein. Mais cependant, ça va être des... Exactement. Ça va être des signes que la relation se passe bien. Très bien, allons-y. En règle générale, on va parler plutôt avec le côté gauche de notre visage. Là, on voit mon côté. Alors, pas comme ça, parce que là, je te vois plus, du coup, mais tu vois, comme je te disais tout à l'heure, là, tu vois, si je me mets comme ça, tu vois mes deux oreilles. En général, tu vas un peu plus à gauche, la gauche qu'à droite. Ouais. Très bien. Ça, c'est plutôt signe d'une qualité d'échange et une qualité de relation. Ensuite, il est probable, en effet, que vous voyez les pupilles qui se dilatent. Donc, qu'ils soient beaucoup plus grosses que... Est-ce qu'elle est grosse, hein? Pas trop. Peut-être que je me mette à poil ou un truc comme ça, je sais pas, mais là pour l'instant pas trop. Non, les pupilles qui se dilatent.
En règle générale, la personne doit être plutôt en avant dans l'échange, donc bras croisés ou pas, mais en tout cas plutôt en avant. Ce qui est probable, c'est que si vous ayez un verre avec, qu'il y ait une synchronisation qui soit assez forte. Donc que vous buviez en même temps, par exemple, que vous rigoliez en même temps, que tout se passe à peu près en même temps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ouais, c'est déjà pas mal. Non. Non, ça ne te va pas le fait de se caresser, l'arc de Cupidon, là. Ah, l'arc de Cupidon. Il y a un côté, on le voit pas toujours, mais en général, quand on le voit, c'est quand même plutôt bon signe. On voit pas l'arc de Cupidon ? Quand on le gratte comme ça, comme je suis en train de le faire là. Surtout avec la main gauche. Avec la main gauche. Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a, la particulier, la main gauche ? Parce que la main gauche, comme je le disais tout à l'heure, Le avec câlin, le côté gauche, là, il y a un ouais. côté plutôt Et pourquoi proximité, gauche ? C'est une bonne question. Il faudrait que je te redise le pourquoi du comment, parce que je l'ai plus en tête. Ah si, alors, enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est lié au sens de l'écriture. Donc, si vous êtes en date avec quelqu'un qui a appris à écrire de droite à gauche, du coup, ce sera l'inverse. Ce sera plutôt l'oreille droite. Quelque part, une personne qui écrit arabe. Oui. Sinon, c'est de gauche à droite, a priori. Oui, je crois, oui. D'accord. Donc, auquel cas, c'est inversé. Quelqu'un qui a appris à... ok. Voilà, nous, toi et moi, on a appris à écrire de gauche à droite. Donc, c'est main gauche. À moins que tu saches écrire l'arabe, mais je Non. crois pas que ça fasse partie, pas encore, de tes champs de compétences. Non. Bon. Donc, du coup, en effet, c'est tout ce qui est gauche qui traduit le lien, la proximité. Alors que pour nos collègues qui ont appris à écrire de droite à gauche, ce sera l'inverse. Ce sera plutôt le côté droit et l'oreille droit. Ok, donc arc de Cupidon, quoi d'autre ? C'est déjà pas mal, là. Les pupilles dilatées, côté gauche. Et genre le cœur qui bat. Si, mais alors ça, c'est difficile à voir. Alors, ça peut se voir au niveau de la carotide, en effet, l'impulsion sanguine. Mais on peut le voir dans le cadre de situations de bluff au poker aussi. Donc, c'est pas... Mais c'est vrai que... Genre la petite veine, là. Ouais, mais on le voit pas toujours, ça dépend des gens. Non. Il faut savoir où regarder. Donc, si vous savez regarder, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc, t'as travaillé donc, la PNL, la communication non verbale, langage corporel, et blablabla. Et tu as aussi un peu été coaché à la négociation. Oui. Moi, j'aime bien apprendre. Ça fait depuis 2009 que j'étudie, en plus du travail. J'adore apprendre. Et donc, dans le cadre de mes formations, de mes apprentissages, etc., il y a différentes formations autour de la négociation. Pourquoi tu rigoles là ? Putain, pourquoi tu rigoles ? J'ai rigolé trop tôt, mais alors, quand on boit... J'ai bu, ça veut dire quoi ? Non, alors justement, donc il peut y avoir de la goutte de malaise. Mais j'ai rigolé trop tôt, j'ai trop anticipé, c'est dommage parce que... Bah là, tu vois, mais j'ai pas l'impression que j'étais malaise, juste j'ai soif. Bah donc, parce que je viens de manger, figure-toi que je viens de manger 18 tranches de viande de grison avant de venir. Alors là, tu vois, si je t'avais... C'est toi qui vas te faire engueuler parce que t'es pas végétarienne et on te remercie pas. Non, les grisons, l'animal grison ne te remercie pas. Ils ne peuvent plus me remercier. Non, surtout pas ceux-là. 18. Ah, c'est quand même... Ouais, 9 et 9. Oui, ça oui, ou si c'est doux. Ou 11 et 7. Reste avec nous, Pénélope, parce que je... Ah la vache. Alors, sois sérieux un petit peu. Donc je vais te raconter des choses, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Ouais, je vais essayer. Je fais la collection des foulards Hermès. T'en as combien ? J'en ai 68. Et c'est... Le dernier que t'as acheté, c'était quand ? C'était il y a un mois, là, février. Il ressemble à quoi ? Un carré Hermès rouge avec des... Il y a une sorte de grandes flammes qui partent du bas du carré au haut du carré. Elles sont jaunes et oranges. Arrête de se marrer, putain. Je me marre pas, c'est toi qui rigoles. Des grandes flammes. Et il y a un petit peu de vert. On sait pas trop à quoi ça ressemble. Et moi, je me dis que c'est genre un dragon, un peu, tu vois. Ça fait un peu genre dragon. C'est assez... Il fait partie de mes un peu fantastiques. Et ils sont rangés où chez toi ? Dans mon tiroir, juste au pied de mon lit. J'ai un grand tiroir. Mon lit, dans ma chambre. Dans ma cuisine. Ok. Et le premier que tu as acheté, il vient d'où ? Le premier que j'ai acheté, c'est un Hermès. Que j'ai acheté. Ah oui, non, parce que ma mère m'en a filé plein. C'est comme ça que j'ai un peu commencé ma collection. Et le premier que j'ai acheté, c'est moi qui me le suis offert avec mon premier salaire. Et celui qui a le plus de valeur pour toi ? C'est le premier que ma mère m'a filé. Je dirais que c'est vrai. C'est faux. Ah ouais ? Tu crois vraiment que j'ai un foulard Hermès ? Je suis trop fort. C'est quand je t'ai dit flamme, comme ça, comme tu m'as dit que le coup de la viande des grisons, ça avait marché. Ouais. À quoi tu t'es fait avoir ? En fait, il y a eu plusieurs choses.
Alors, ce que je trouve, c'est un super bon exemple, c'est que tu vois, c'est aussi pour ça que je mets pas mal de pincettes avec le côté vérité-mensonge, parce que déjà, on ment plusieurs fois par jour, et donc il y a du positif dans le mensonge, contrairement à ce qu'on nous dit. 68, ça semblait à la fois pertinent sans trop l'être. Et j'avais pas fait gaffe avant que quand tu as balancé plusieurs fois le regard, en effet, en haut à droite, il y avait quelque chose de l'ordre de la fuite. Donc, tu vois, comme quoi j'étais concentré sur ce que tu me disais tout à l'heure. Non, parce que viande de grison, c'est là, je fuitais pas. Non, mais oui, mais je te parle du quand tu as balancé le regard. Oui, mais c'était au même endroit où j'ai balancé grison. Ah oui, mais alors ça, c'est entre les gestes et les cadrans du regard, Ah, c'est des choses différentes, ok. complémentaires. Ta mère, elle t'a jamais offert de... Non. Donc t'as aucun foulard Non. à masse, ok. Bah, écoute, je regarderai la séquence parce que ça semblait assez crédible. Bien joué. Super. Oh là là, je peux entourlouper. Et ce qui... Ah mais alors, en fait, c'est là où c'est important. Oui, oui, la détection du mensonge, c'est quelque chose de très complexe. Voire même, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a envie de détecter le mensonge? Tout est dans le questionnement également. Et surtout, dans la préparation potentiellement. Et tu vois, aux États-Unis, notamment dans les différentes séries, etc., ils parlent pas mal du détecteur de mensonges, etc., mais qui est facilement biaisable aussi. Oui. Il y a pas mal de bouquins qui ont été écrits sur le mensonge. Et en fait, le langage corporel, en tant que tel, en soi, c'est un outil qui est assez utile. Ça suffit pas. Bah, c'est bien de le coupler avec pas mal d'autres choses. Tu vois, notamment l'écriture, les mots qui sont utilisés dans un discours qui permet de raconter. Tu vois, si je t'avais demandé d'écrire et de me raconter ta collection de 68... Ouais, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Probablement que le langage lexical aurait été assez pauvre. Ouais. Probablement que tu aurais réutilisé les mêmes mots. Ouais. Enfin, tu vois, c'est probablement, pour la détection du mensonge, c'est probablement une... Mais moi, je me sentais en position de menteuse. Hein. Ouais. J'étais pas du tout à l'aise. Oui, mais alors, c'est d'autant plus intéressant que le fait que tu sois mal à l'aise, c'est pas forcément du mensonge en soi, tu vois. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans le mensonge qu'ils racontent, parce que tu l'as pratiqué souvent pour tout un tas de choses. En Ouais. fait, c'est hyper intéressant parce que tu as différents biais qui peuvent flouter et perturber la détection du mensonge. Tu as l'effet Pygmalion, l'effet Othello notamment, qui sont des effets qui, en effet, parce qu'on voit la personne mal à l'aise, parce qu'on voit la personne gênée, parce qu'on voit la personne fermée, on a l'impression qu'elle ment, mais Ouais. ça n'a rien à voir. Ouais. Donc le fait que tu t'aies été mal à l'aise, moi j'ai essayé de pas justement en effet de pas prendre attention à ça. Mm. Aussi parce que tu savais que je t'observais, aussi parce que Mm. il y avait ce besoin probablement aussi que ça se, enfin voilà et tu l'as très bien fait de me berner. Et donc tu vois il faut faire attention. Non, en revanche, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit que finalement, tu ne fais quoi? Tu ne fais que poser des questions. Qui est un peu... Et j'en viens à cette histoire de négociation. Est-ce que c'est pas ça que tu fais quand tu négocies? C'est quoi, en fait? Alors la négociation. Alors, en fait, quand je négocie, il y a différentes étapes. Il faut d'abord préparer la négociation. Ensuite, il y a la négociation en tant que telle à la table des négociations. Et ensuite, il y a toute la partie débriefing. Quand on parle de négociation, est-ce qu'on parle de négociation terroriste ou on parle de négociation d'un deal, là? Prenons Alors, un exemple. C'est une très bonne question. Moi, je me suis formé avec un docteur à la négo, un ancien négociateur du RAID, un ancien négociateur du GIGN. Ok. Donc, et en fait, de manière un peu globale, il y a beaucoup d'anciens négociateurs des forces spéciales qui ont apporté des techniques de négo au secteur privé. Donc moi, j'ai jamais négocié avec un terroriste et j'espère d'ailleurs, je touche du bois, que je le ferai T'aimerais pas le jamais. mettre en pratique? Si, mais je le mets en pratique, mais dans un cadre privé. Oui. Dans le cadre du travail, dans le cadre de négociations de vente de bois, dans le cadre de négociations de litiges commerciaux, etc., etc. Mais j'espère ne jamais avoir à le faire avec un terroriste. Mais les techniques nous viennent de là. Que ce soit en termes de préparation, en termes de négociation en tant que telle, et en termes de débrief par la suite. Donc la négociation, c'est quoi? En fait, c'est un certain nombre d'outils, que ce soit en termes de préparation de la négociation en tant que telle, en termes de chiffres par exemple, en termes d'alternatives, en termes de préparation de soi aussi. Tu vois, pour le coup, dans les forces spéciales, il y a toujours deux négociateurs. Il y en a un qui est au contact et il y en a un en backup qui s'assure que la personne qui est en train de négocier, parce que... Les infos. Les infos, et puis surtout, n'est pas en train de raconter n'importe quoi. Enfin, n'est pas en train de... Tu vois, quand tu négocies avec un mec qui a potentiellement son flingue sur la tête, il va potentiellement buter malheureusement plein de gens, faut que tu fasses preuve suffisamment d'empathie psychologique et que tu aies le recul et la lucidité et le sang-froid nécessaire pour que ça se passe le mieux possible. Okay. Moi, une échelle tout autre, ça m'est arrivé dans le cadre de négociations privées pour des entreprises de me faire insulter. Alors, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir, mais ça me glissait dessus. C'est à la fois très simple quand on a les outils, et en même temps, il faut aussi l'avoir développé.
Et donc, quand je négocie, c'est un ensemble de pas mal de choses différentes en termes de préparation, encore une fois, en termes d'outils lors de la négociation en tant que telle, et puis en termes de débrief par la suite. Et moi, parce que j'aime bien ça, parce que c'est un champ J'aime bien apporter de la psychologie, même si on a déjà aussi un peu, de la psycho et du langage corporel là-dedans. Je sais pas si ça répond à ta question. Pas vraiment, c'était est-ce que tu poses plein de questions en négociation? Alors oui, parce que souvent on confond vente et négociation. Et en règle générale, on dit que c'est un peu la loi de Pareto, donc 20-80 inversé. Dans un cadre de vente, le vendeur va plutôt parler 80%. Dans un cadre de négociation, le négociateur va parler plutôt 20%. Donc en effet, plus on ouvre, et puis parfois on a besoin de fermer, mais plus les questions sont ouvertes, plus... L'autre il déballe et toi tu peux prendre de l'information. Exactement. Est-ce que tu suces les têtes des crevettes? Oui, j'ai mangé des crevettes dimanche soir et j'ai sucé le... Oui. Enfin, le liquide, je sais pas ce qu'il y a, la matière grise ou j'en sais rien. Ouais. Non, mais ce crevette rose. Oui, crevette rose. On est d'accord. Ouais. C'est le meilleur, non? Tout est bon dans la crevette. Tout est bon dans le cochon, de la tête à la queue, je suis délicieux. T'as jamais entendu ça? Qui nous disait ça? Je sais plus. Enfin bon, bref, j'ai souvent entendu ça. Ah si, c'est ma cousine. C'est ma cousine Anne. Faudrait que je pense à lui envoyer. Anne, ma sœur Anne. Ne vois-tu rien venir? Okay. J'étais pas né, je pense. Non, il y a que moi qui ai la ref. Ouais. Tu dors côté fenêtre ou côté porte? Côté fenêtre. Côté fenêtre, ouais. Il n'y a pas de porte en l'occurrence dans ma chambre. Donc, comment ça, il n'y a pas de porte? Tu rentres par la fenêtre? J'ai une espèce de loft. Et donc, une espèce y a des de ouvertures loft. Et donc, il y a matériellement, techniquement, pas de porte. Oui, il y a bien un endroit par lequel tu passes. Oui, un couloir. Enfin, 2 couloirs, en l'occurrence, de part et d'autre du lit. Très bien. Ouais. Est-ce que tu voudrais que cet épisode... Oui, dis-moi. Que j'ai bien aimé... Moi aussi, j'ai bien aimé cet épisode. Ne sorte pas. Ah si, non, moi je suis très content qu'il sorte. Ou que cet épisode que j'ai bien aimé sorte, mais que personne, il n'y a personne, c'est écrit, personne ne l'écoute. Je préfère qu'il sorte. Mais que personne n'écoute. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai passé du bon temps avec toi, et ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut au moins 0 vue sur une vidéo YouTube, ou sur 0 écoute sur un podcast. Et surtout, tu vois, c'est vrai que de manière assez rigolo, enfin ça n'a rien de rigolo, mais ça arrive que quand je fasse des conférences ou des cours en école ou des trucs comme ça, on me dise hey, mais le public, on attend tant de dizaines, tant de... Mais en fait, personnellement, ça m'importe guère parce que moi j'adore ce que je fais et à partir du moment où on passe un bon moment, que ce soit avec une personne ou 100 ou 200 ou 300, tant que les gens sont là et qu'ils ont envie d'apprendre et qu'ils en sortent et que j'en sors aussi au moins une chose... Ça me va. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que toi, tu as beaucoup appris. Donc, même si c'est pas regardé, tu sais, j'ai pas de problématique particulière avec ça. Je crois que mon ego est bien là où il est. Et, enfin, voilà, j'ai pas de... J'ai l'impression que tu te prends un peu pour un LA. On l'a, celle-là. Allez. Dans la boîte. Merci à toi. Merci à vous. Oh. Je vais te bouffer de la viande des grisons, du coup, maintenant.